Salutations, c'est Le Corbac pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une convention qui a lieu chaque année à Montpellier, le Montpellier In-Game. Donc le Montpellier In-Game c'est quoi? C'est une grosse convention qui a lieu à Montpellier chaque année. Alors bon, il faut savoir que le Montpellier In-Game à la base devait rivaliser avec des grosses conventions comme l'E3 et d'autres conventions. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, le Montpellier Games, c'est une petite convention. Mais bon, c'est une convention assez sympa et donc j'y suis allé faire un tour chaque année. Et donc je vais vous faire un petit bilan de l'année 2011 et qu'est-ce qu'il y a eu cette année-là. Bon, alors avant de parler de l'édition 2011, je vais retracer un petit peu l'histoire du Montpellier Game. Comment ça a été créé? Enfin, en tout cas, de ce que moi j'ai vu. Avant le Montpellier Game, il y avait eu un salon où les diverses entreprises du Languedoc-Roussillon ou aux alentours étaient venues pour faire du renseignement et des embauches. Enfin, on pouvait laisser les CV à ces entreprises. Donc moi, j'ai pu discuter avec quelques personnes justement pour pouvoir comment ils recrutaient, les profils recherchés actuellement, et ce genre de renseignements qui était très intéressante. Et donc ce contact était vraiment, voilà, c'était un plus quoi de pouvoir directement discuter avec les diverses entreprises. Et donc ceci s'était organisé par Pixelair, donc une association qui s'occupe d'organiser des rencontres avec les diverses personnes qui sont dans les entreprises de jeux telles que Ubisoft, Féeric et d'autres, hein. J'ai plus les noms en tête parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Et ensuite, suite à ce succès, les organisateurs ont voulu faire un salon grand public où tous les gens pouvaient venir librement, jouer à des jeux, faire de tout, du cosplay, il y avait vraiment de tout. Ouais, il y avait à nouveau les diverses entreprises, chacun avait ses propres stands, et voilà. Et donc maintenant je vais vous parler de la première édition du Montpellier Game. Donc la première édition du Montpellier Game était vraiment très sympa. Ce qui était sympa, c'est qu'il était, c'est, oh putain, mais c'est pas vrai. C'est qu'il y avait beaucoup de stands divers et variés. Donc on avait notamment, alors moi ça m'avait marqué, c'était un stand sur les vieux jeux vidéo, donc de la Nintendo 64 aux vieux jeux genre de 40 ans en arrière, avec un simple petit shoot 'em up là alors je sais plus le nom, mais ça doit être un nom du genre astéroïde ou quelque chose comme ça. Où on contrôle un petit vaisseau, vaisseau multidirectionnel, et puis on tirait sur des astéroïdes pour pas se faire écraser quoi. Et puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait notamment un jeu Terminator, non c'est Robocop, je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'était Robocop. Et bon voilà, il y avait de tout. Et ensuite donc pour les autres stands, il y avait un gros tournoi PES si je dis pas de conneries. Donc avec une vingtaine de postes. Et donc il y avait un énorme tournoi la foule était immense. Il y avait aussi un tournoi DDR avec une grosse borne d'arcade DDR. Donc on pouvait voir à nouveau les entreprises qu'il y avait au salon, les entreprises habituelles, qui montraient ce sur quoi ils travaillaient, donc leurs divers jeux ou alors leurs derniers jeux en cours. Et il y avait des entreprises qui bossaient sur des jeux PC, d'autres sur des jeux consoles, d'autres sur des jeux sur smartphone, iPhone, enfin tous ces produits-là, hein, qu'on connaît tous. Et puis, bon, il y avait de tout, hein. Il y avait notamment une présentation un petit peu de la réalité virtuelle. Vous savez, là, c'est quand on montre un objet à une caméra, l'objet est reconnu, et alors est superposé à l'image un modèle en 3D qu'on peut bouger. Donc c'était avant la 3DS. J'avais déjà vu la réalité virtuelle. Donc en plus de ça, il y avait une partie cosplay, il y avait plein de gens déguisés, c'était assez sympa. Il y avait
des gens déguisés en chat ou Sangoku, enfin je me rappelle plus ce qu'il y avait, mais bon, les trucs classiques on va dire, hein, c'était toujours les cosplays en général, on voit souvent les mêmes cosplays. Je crois qu'il y avait une Tifa, bon voilà. Et il y avait aussi des petits stands bien sympas où on pouvait jouer sur PC. Donc il y avait un stand notamment tenu par un de mes potes, oui, où on pouvait jouer à du jeu de combat sur PC. Il y avait du Toho, hein, on pouvait jouer à Toho, alors je crois que c'était le 9. On pouvait jouer à 2 à Toho 9. Et voilà. Et ensuite, il y avait d'autres tournois. Je crois qu'il y avait un tournoi Smash Bros Brawl. Et puis bon, c'est vrai que ça fait quand même ça fait plus d'1 an qu'il a eu lieu, donc ma mémoire commence à faiblir, mais bon, je me rappelle quand même de quelques trucs, hein. Il y avait aussi le stand Nintendo, bien sûr. Il y avait Nintendo qui était présent. Il y avait je sais plus. Il y avait des bornes d'arcade, je crois aussi. Enfin bref. Mais bon, le clou du spectacle quand même, c'était pas tous ces petits stands là. Bon, c'était sympa, mais franchement, il y avait, franchement, si on faisait que les stands, on pourrait y rester 20 minutes et repartir, quoi. Parce que bon, c'est vrai que dans le premier MIG, les stands, on les faisait, mais en quelques minutes, quoi. Donc il y avait, comme tout bon salon se doit d'avoir, c'est les conférences. Dans les conférences, il y avait des acteurs du jeu vidéo qui venaient discuter dans une grande salle sur des sujets spécifiques. Et donc à l'époque, il y avait Michel Ancel qui avait fait une grosse surprise en se montrant à cette conférence, alors que c'était je crois peut-être un mois après le 3, je me rappelle plus quand c'est le 3. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Ubisoft n'était pas présent lors de l'E3. Michel Ancel avait présenté son nouveau Rayman, donc Rayman Origins, et l'outil qu'ils avaient utilisé pour développer Rayman. Donc c'était le UbiArt Framework. Et donc ce framework a été développé pour développer des jeux en 2D beaucoup plus facilement. Et cet outil, normalement, si Ubisoft tient sa promesse, devrait être disponible gratuitement à un large public pour développer pour les gens qui voudraient travailler dans le jeu vidéo, qui voudraient faire ou sinon qui voudraient faire simplement leur propre jeu. Eh bien voilà, ils peuvent utiliser le framework d'Ubisoft. Bon, je me doute quand même qu'il faut un minimum de connaissances en programmation pour pouvoir utiliser ce genre d'outil. C'est pas tout le monde, je pense, qui pourra utiliser cet outil, même si je pense que ça sera des outils simplifiés. Alors bon, pour l'instant, il faut attendre, hein. Là, aux dernières nouvelles, le framework serait en train d'être nettoyé pour être mis en circulation. Donc ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois. On ne sait pas. Ça peut prendre même plus d'1 an, hein. De toute façon, il faudra se tenir au courant de ça. On ne sait pas. Donc voilà, pour revenir aux conférences, il y avait plusieurs conférences. Alors je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait, mais oui, il y avait notamment Arada qui était venu discuter du nouveau Tekken, donc Tekken 6, si je dis pas de conneries, et qui montrait un petit peu comment Arada avait développé leur jeu du début à la fin, c'est-à-dire que on part du game design, donc le document du game design, et puis on avait toute la partie graphique, les logiciels qu'ils utilisaient, voilà, en fait toutes les diverses personnes qui travaillaient sur ce jeu, du début, là où il y avait que dalle, jusqu'à la fin où le jeu était commercialisé. Donc c'était vraiment très intéressant. Et donc c'est Arada qui présentait ça. Et puis il y avait aussi le créateur des Shin Megami Tensei, Okada. Je crois que c'est Okada. Bon, si c'est pas Okada, tant pis, hein. Bon voilà, c'est le gars qui a créé Shin Megami Tensei. Donc qui venait discuter sur la création de... Merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Multi-support. Donc quelque chose qui est multi-support, c'est-à-dire que ça marche... Il y a divers supports. Donc il y a le support jeu vidéo, le support livre, donc manga, et le support animé.
Et sur chaque support, tout se recoupe un petit peu comme les dot hacks. Donc je sais pas si vous connaissez les dot hacks. Sur les dot hacks, il y a différents supports et il y a tout un univers qui est créé à partir de ça. Et chacun se recoupe sur les différents tissoirs. Et puis le tout donne un univers qui est vachement travaillé. Donc pour continuer avec Ubisoft, il y avait aussi Christophe Herral, donc le musicien qui a travaillé sur des jeux d'Ubisoft. Et donc par contre, le problème c'était que lors de cette conférence, les acteurs japonais, donc oui, Arada est un japonais, Okada est un japonais, donc comment arriver à faire comprendre japonais à nous, quoi, parce que bon, c'est sûr qu'on ne parle pas japonais et eux, ils ne parlent pas français. Donc il y avait une traductrice. Le problème, c'est que cette traductrice était pas super. Alors je m'explique, c'est-à-dire que en fait, il y avait par exemple Arada qui parlait pendant peut-être 30 secondes, une minute, et ensuite la traductrice traduisait. Ce qui disait le problème, c'est qu'elle n'était pas forcément super forte en français non plus, et donc ça donnait des traductions. Bon, elles étaient bien les traductions, hein, mais voilà, il n'y avait pas vraiment d'outils techniques très performants, hein. C'était vraiment une traduction faite à l'arrache. Il n'y avait rien de préparé en fait. Et bon, heureusement, ce problème a été résolu dans le MIG 2011, mais j'en reparlerai plus tard. Et donc cette conférence a été un bon succès, et je pense que c'est ça qui fait la renommée du Montpellier Game. Bon, c'est sûr que pour l'instant, le Montpellier Game n'a pas une super grosse renommée, mais dans Montpellier, ça fait déjà un gros boost. Parce que c'est vrai que Montpellier Game a été fait pour que le Montpellier soit euh, dans l'Europe pour que la ville devienne un des piliers du jeu vidéo. Donc maintenant la conclusion sur ce qu'était le Montpellier Game. On était vachement tassé parce que la salle était trop petite. Donc ça c'était un malus. Les conférences étaient bien, donc ça c'était un plus. Les gens ils étaient plutôt sympas, donc les stands et tout. Par contre il y avait quelques stands un peu inutiles, bon enfin en tout cas inutiles pour moi, hein. Donc les stands sur les applications Facebook et tout ça, bon voilà quoi, hein. C'est pas très intéressant, hein, à part pour les kikoulol peut-être. Le fait que le tournoi PES soit aussi énorme, le problème c'est qu'il y avait beaucoup enfin les gens étaient tassés, donc en fait il y avait une grosse salle où il y avait quasiment que du PES, mais voilà quoi, c'était impossible de rentrer dans cette pièce vu le monde qu'il y avait, donc ça c'était vraiment un malus quoi par rapport au reste. Mais bon, ça restait, si on n'avait pas dans l'esprit que c'était un E3 quoi ou quelque chose dans le genre, même un petit E3, ça restait un salon qui était plutôt bon. Et donc les organisateurs du salon, à la fin du salon, ils ont dit que en vue du succès du salon, ils allaient faire une seconde édition du Montpellier Game, avec cette fois une superficie 2 à 3 fois plus grande que celle qu'ils avaient fait pour ce salon. Et donc est alors arrivé le Montpellier Game 2011, novembre 2011, donc 1 an et 3 mois plus tard. Donc voilà, maintenant je vais vous parler du Montpellier Game 2011. Le Montpellier Gaming, blabla, blabla. Bon, le Montpellier, le Montpellier Game 2011, c'est Montpellier Game donc qui a eu lieu en novembre 2011. Ce Montpellier Game 2011 était bien plus gros que la version 2010. Il y avait beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de jeux et beaucoup plus de conférences aussi. Et comme la surface a été doublée, voire triplée, et il y avait plus de monde aussi, mais ils étaient mieux répartis. Du coup, on n'était pas, on suffoquait pas dans ce salon. On pouvait se déplacer assez librement. Il y avait les mêmes jeux que la dernière fois, mais en plus ils ont rajouté pas mal de trucs comme des bornes d'arcade. Donc il y avait un Pac-Man. Je suis tombé sur une borne d'arcade Pac-Man. Il y avait du Taiko, il y avait Tatsunoko versus Capcom, et plein de petits tournois comme ça. Et bon, c'était vraiment très joyeux, quoi. Il y avait pop and music, il y avait de tout. Il y avait plein de jeux de combat, Street Fighter, Marvel versus Capcom.
Bon, c'était vraiment bon, il y avait beaucoup de jeux, hein. Je vais pas faire une liste complète. De toute façon, j'ai pas retenu les jeux parce qu'il y en avait énormément. Donc il y avait aussi beaucoup de stands à nouveau, et diverses entreprises qui présentaient leurs jeux. Il y avait aussi des éditeurs. Ça, c'était intéressant aussi de parler aux éditeurs. Il y avait aussi un truc sympa qui changeait de la dernière fois, c'était les joutes médiévales. Donc on pouvait s'amuser à faire comme dans le vieux temps avec des épées, un peu comme à la Highlander en fait, hein. On fait des coups d'épée et puis voilà. Bon, bien sûr, c'était sécurisé, hein. C'était avec des armes en plastique. Mais bon, il y avait quand même des conseils de sécurité, on ne pouvait pas taper à la tête et tout. Bon, j'ai pas eu l'occasion de tester parce que, contre toute attente, la queue pour faire ce truc était vraiment immense. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'attende 1 heure avant de pouvoir tester. Donc j'ai pas testé, mais j'ai vu un petit peu comment ça se déroulait et bon, ça avait l'air sympa. J'aurais bien aimé tester. Mais bon, je pense que si l'année prochaine ils reviennent, je testerai sûrement. Ce sera un des premiers trucs que je testerai. Et donc ensuite, il y avait comme je l'ai dit, il y avait énormément d'entreprises. Donc pour citer les plus grosses, il y avait Ankama, donc Ankama qui a fait les Dofus, Bemani Inside, Epitech, Feeric, Laku Laku, Konami, PlayStation, Sorams, Microsoft Xbox, Lesma. Enfin, c'est pas toutes des entreprises, hein, il y a des écoles aussi. Et voilà. Et ensuite, pour les conférences, donc il y avait les conférences dans la partie professionnelle et la partie grand public. Ce qu'il faut savoir avant de parler des conférences, il faut que je parle de ça, c'est que le Montpellier In-Game 2011 était séparé en deux parties. Donc il y avait 2 jours qui étaient consacrés aux journées professionnelles, donc où on pouvait discuter aux entreprises, bon pour les embauches et tout ça. Et le week-end, la partie grand public où bon là c'était les jeux et compagnie. Et puis donc il y avait diverses conférences. Et donc moi j'ai vu les 4 conférences du grand public. Il y avait une conférence avec Greg Mitchell, donc le créateur enfin le créateur. Je commence à dire des conneries. Celui qui travaille sur les cinématiques des jeux, donc des Gears of War, qui présentait un petit peu comment il avait travaillé sur les cinématiques des jeux avec des vrais acteurs qui travaillaient avec vous savez là, les espèces de petits capteurs qu'on met sur son corps pour reconnaître les mouvements. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il avait travaillé comme ça. Et donc après il y avait une seconde conférence avec une entreprise qui travaille dans des dessins animés. Et ensuite il y avait une troisième conférence, une conférence énorme. Là il y avait la salle elle était pleine à craquer, avec Michel Ancel et Jordan Mechner. Donc tout le monde connaît Michel Ancel, hein, c'est le créateur des Rayman. Et ensuite Jordan Mechner, c'est le créateur des Prince of Persia, 2 acteurs connus d'Ubisoft. Donc ils ont un petit peu discuté sur la façon dont ils sont rentrés un petit peu dans le monde du jeu, comment ils sont rentrés là-dedans, comment ils ont commencé, comment ils ont continué, comment Jordan Mechner a créé Prince of Persia. Alors ça c'était très très intéressant. On voit Prince of Persia, c'était un petit peu comme Another World en fait, hein, quand on compare, et je crois que c'était le premier dans le genre, hein. Si je dis pas de conneries, Prince of Persia c'était le premier dans le genre à utiliser ce système. Et puis voilà, Michel Ancel pareil, présentait un petit peu comment il est rentré dans Ubisoft, comment il a créé Rayman, etc. Il a même présenté une vidéo exclusive de Beyond Good and Evil 2. Voilà. Et puis donc ensuite il y avait une seconde énorme conférence où il y avait la salle était aussi craquée. C'était le jeu vidéo français d'hier et d'aujourd'hui, avec 4 gros acteurs du jeu vidéo. Donc le premier c'était Philippe Ulrich. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent Philippe Ulrich, mais c'est le créateur des jeux de Dune. Alors Dune c'est un monument quoi. C'est Dune quoi, c'est tout le monde doit connaître Dune. Ouais, c'est celui qui a fondé Cryo Interactive et qui a édité des titres phares comme Lost Eden ou Versailles. Voilà, Philippe Ulrich c'est un monument. Ensuite le second monument c'est Eric Chahi. Alors là je peux vous dire que Eric Chahi ça a été une baffe. Je n'avais jamais vu Eric Chahi jusqu'à présent et je peux vous assurer, bon c'est un très grand acteur du jeu vidéo, il a travaillé sur des jeux très 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 bons. Donc il a travaillé sur Another World, sur Mega Drive,
sur Heart of Darkness sur PlayStation, et puis aussi sur le dernier jeu qui est sorti récemment, c'est From Dust, donc un God Game vraiment très intéressant. Et donc Eric Chahi, le plus surprenant, ce qui m'a fait une baffe, c'est que c'était vraiment un type mais simple, mais la simplicité incarnée, quoi. C'est le type, il se prend pas la tête, il est vraiment très intéressant, humainement parlant. C'est quelqu'un vraiment de très très intéressant, et il se prend pas la tête, quoi. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit mais putain, quoi. Je crois que j'ai jamais vu un type aussi simple que lui. Franchement, hein, c'était vraiment une révélation. Donc il y avait deux autres acteurs, c'est Frédéric Reynal, donc le créateur de Alone in the Dark. Donc, tout le monde connaît Alone in the Dark, hein, c'est vraiment c'est un jeu phare, quoi. Donc c'est celui qui a créé aussi Adeline Software, et c'est celui qui a créé Little Big Adventure. C'est un jeu, mais il est énorme. On contrôle un petit personnage comme ça, et il se déplace, et on peut marcher, on peut courir, on peut euh, marcher pas à pas pour pas faire de bruit, combattre. Enfin, c'était vraiment assez développé, quoi. Et ça avait un univers propre, très bien travaillé. Et enfin Paul Cuisset, donc le fondateur de Delphine Software, donc le créateur de Flashback. Bon, je sais pas si tout le monde le sait, mais Delphine Software, c'est aussi ceux qui ont fait le fameux Shaq Fu, le jeu que tout le monde déteste. Mais bon, Delphine Software a aussi fait des très bons jeux, hein. Shaq Fu, c'est à part, quoi. Faut pas en parler. Mais voilà, c'est quatre grands acteurs. Et donc, ils parlaient un petit peu de l'histoire du jeu vidéo. Eux aussi, ils ont parlé de comment ils ont découvert les jeux. Donc là, c'était vraiment, ils ont parlé des tout débuts, comment ils ont codé avec des cassettes audio. Mais ils travaillaient avec ça. Ils travaillaient avec du matos vraiment pourri, quoi. Bon, c'était très intéressant. Et voilà. Donc, voilà, le gros truc qui changeait par rapport à la version 2010, c'était que les Anglais, donc il y en avait un qui parlait un petit peu français, mais il y avait une traduction. Alors comment ça s'est passé la traduction? Alors cette fois il n'y avait pas une femme pour traduire juste après, mais il y avait un casque. Et la traduction était faite directement dans le casque. Alors ça c'était vraiment... Là je tire mon chapeau aux organisateurs, enfin pour avoir vu cette idée. Ils l'ont repris sûrement de trucs comme le 3 ou quoi. Mais c'était bien plus... bien mieux organisé et bien mieux techniquement parlant que les anciennes conventions du premier MIG. Faut dire que quand je suis allé voir la conférence de Greg Mitchell, j'avais carrément l'impression d'être à un E3. Non mais c'est clair, la qualité de la présentation, mais elle était énorme, quoi. C'était un truc mais millimétré, mais comme dans un E3, vraiment le truc chronométré à mort. Et ensuite pareil avec Jordan Mechner. Et bon là j'ai pas utilisé mon casque parce qu'il parlait à moitié français, à moitié anglais, et bon c'était compréhensible. Donc j'étais assez satisfait de l'organisation générale qui était vraiment bien mieux organisée dans tous les sens du terme, un environnement bien plus grand, beaucoup plus de stands, beaucoup plus beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de tournois. Alors ça c'était un problème parce que quand on voulait faire plusieurs tournois, il fallait faire attention aux horaires, parce qu'il y avait des tournois qui se recoupaient forcément. Donc il fallait faire un petit peu le choix entre les différents tournois. Moi je me rappelle que j'ai fait le tournoi Tatsunoko versus Capcom. Je me suis fait démonter par un gamin de 8 ans au premier tour. Bon, c'est vrai que bon ça fait pas plaisir, hein. Mais bon c'est vrai que moi j'avais pas le jeu chez moi. D'ailleurs je me suis rattrapé depuis. Je me suis acheté le jeu juste après la conférence. J'ai recherché le jeu et je me le suis acheté comme ça. S'il y a un Montpellier In-Game 2012 et qu'il y a un Tatsunoko à nouveau, ben là je pourrais latter les gosses de 8 ans. T'as pas le choix, hein. Tu connais pas un jeu Capcom, mais tu prends Ryu, forcément, ou Ken à la limite. S'il y a Ken, bon là il n'y a pas Ken. Mais donc pour en revenir un petit peu à la conclusion, c'est l'organisation était vraiment très bien faite, on n'était jamais perdu, quoi. Il y avait des plans de partout, on pouvait demander aux gens où on était et tout ça. Alors, ce qui était sympa aussi, c'était
T'avais Ankama qui offrait toutes les heures des ballons. Des ballons en forme d'épée. Alors ça m'a vraiment amusé. C'était vraiment très sympa. C'était genre il jetait des ballons et c'était le premier qui l'attrapait, je crois. Enfin j'ai pas vu, mais je crois que c'était ça. C'était toutes les heures il lâchait des ballons et t'as les gens qui pouvaient prendre les ballons gratuitement. Il y avait une ambiance bon enfant. Pour conclure, je pense qu'il y aura un troisième MIG en 2012. On peut l'espérer. Par contre, ce qui serait bien, ce serait que le MIG 2012 soit plutôt en août qu'en novembre. Parce que bon, il est clair qu'en août, ils peuvent ramener beaucoup plus de monde qu'en novembre. Ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça en novembre. Je pense que c'était peut-être un retard par rapport à l'organisation, mais bon, j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que vu l'organisation, comment elle était bien faite, je me suis dit qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient eu 3 mois en moins. Ce qui serait bien, ça serait qu'ils fassent plutôt en août, quoi, parce que c'est clair que il y a plus de monde, quoi. C'est l'été, les gens ils peuvent venir sur les gens qui viennent dans le sud pour passer leurs vacances, ils peuvent aller voir. Ou même les gens, il y a des gens qui travaillent en novembre. Ça c'est, j'ai envie de dire, un des petits points faibles du salon, c'était que c'était en novembre. Voilà, ça a pas aidé, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même eu plus de monde que dans la première édition. Mais bon, il y aurait pu en avoir encore plus. Sur ces mots, j'espère qu'il y aura une troisième édition, donc je vous ferai un petit compte rendu s'il y a une troisième édition. Et sur ce, ben, je vous dis bye bye. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Et Falco est glitché.